Bonjour tout le monde, et je vous propose d'attendre encore quelques secondes avant qu'on démarre cette nouvelle session. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième webinaire avec notre partenaire Max Solutions. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de vous parler et de vous des solutions que nous avons mis en place vous permettant de sécuriser l'échange de fichiers entre différentes applications, que ce soit des applications métiers, des applications cloud, ou tout simplement à travers l'utilisation de nos API qui vont en fait vous permettre de mettre en place des mécanismes de vérification des fichiers avec nos technologies de multiscanning et la partie assainissement des fichiers. Donc ici, on a notre agenda qui récupère ou qui résume les différentes étapes de ce webinaire. Je vous rappelle qu'à n'importe quel moment, vous pouvez poser des questions dans la fenêtre questions. N'hésitez surtout pas. Et à la fin de ce webinaire, 5 ou 10 minutes avant, nous allons débloquer tous les utilisateurs si vous souhaitez échanger d'une manière interactive avec nous. Donc, je vais vous parler en quelques mots de qui est HubSpot. Donc, HubSpot, c'est une société américaine créée en 2002 et dont le siège social est basé à San Francisco. Nous avons également des bureaux en Floride. Le siège social européen est basé en Angleterre. Nous avons des bureaux en Hongrie et en Roumanie, dans lesquels, en fait, une partie de notre équipe de R&D et une équipe de notre partie marketing et également notre support technique sont présents. Nous avons des bureaux en France, en Allemagne, en Israël. Nous avons également des bureaux en Asie, avec une forte concentration au Vietnam, où nous avons toute notre partie R&D et notre partie Customer Success, donc équipe de support technique. Nous avons aujourd'hui plus de 1500 clients actifs en Europe, plus de 2000 partenaires certifiés, et nous offrons à nos clients un support qu'on appelle Follow the Sun, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Si vous avez, je vous répète, si vous avez des questions, à n'importe quel moment, vous pouvez les poser dans la fenêtre questions. Quelques mots sur notre partenaire. Donc, ce webinaire est organisé
Et avec la collaboration de notre partenaire Max Solutions, que vous connaissez certainement, dans l'activité peut être résumée en 3 grandes parties: la partie connectivité, sécurité et analyse des données. Sur ces bonnes paroles, je vais passer la main à Rachid Mekdoud, qui travaille chez HubSpot. Il est ce qu'on appelle dans notre jargon un système engineer ou sales engineer. Bref, il s'occupe de toute la partie avant-vente et toutes les questions techniques, vous pouvez les adresser directement à lui. Rachid, je te passe la main. Donc, merci Isaac pour la présentation. Donc, Rachid Mekdoud, sales engineer auprès d'HubSpot. Donc, je vais continuer donc la présentation sur la partie file upload. Et si vous avez des questions, comme a dit Isaac, donc n'hésitez pas. Vous avez un onglet questions où vous pouvez adresser toutes les questions que vous souhaitez. Et aussi, on va réserver quelques minutes à la fin pour qu'on puisse discuter sur certains points si vous le souhaitez. Donc, sur la partie fichier, en règle générale, aujourd'hui, donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est est-ce que les fichiers sont hébergés sur vos serveurs ou sur le cloud? Donc, c'est des décisions qui sont faites au sein de l'entreprise pour savoir voilà, des fichiers sensibles qui vont rester dans vos serveurs respectifs ou prendre la décision d'aller sur la partie cloud. Hop. Je vais juste... Ça va être mieux comme ça. Et donc, aujourd'hui, au niveau des applications, on a plusieurs applications au sein de l'entreprise ou dans le cloud. Et comme avait dit Isaac, donc, tout ce qui est application métier, donc si vous décidez d'héberger vos propres applications ou créer vos propres applications qui sont privées, qui seront hébergées au sein de vos propres serveurs, ou utiliser les CMS qui sont, donc, tous les services web qui sont connus aujourd'hui au sein du cloud. Donc, aujourd'hui, l'offre est assez vaste d'aller sur le cloud. On a plusieurs services, qu'on soit sur la partie AWS ou que vous utilisez par exemple Slack ou Salesforce. Tous ces services sont sur la partie cloud. Et la question à se poser, c'est où est-ce que sont mes données? Donc, par exemple, Slack, ça va être sur la partie cloud. Et comment protéger ces données-là? Et aussi, sur le choix de l'architecture. Donc, si on va sur la partie architecture, les différences qu'on a entre l'infrastructure comme service ou une solution complètement SaaS, ce qu'on va noter, c'est que on a la solution au départ, c'est si on a tous les éléments dans notre entreprise, la partie matérielle, etc. Donc, il y a la maintenance à gérer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne veut plus gérer la partie matérielle, donc on va mettre sur un data center. Et par contre, on veut garder la donnée, on veut contrôler la donnée. Donc, plus vous voulez contrôler la donnée, plus vous allez devoir héberger vous-même vos services et gérer tout ça pour que vous puissiez manager vous-même. Plus je vais aller sur le cloud, plus je vais, entre guillemets, déléguer les responsabilités sur la partie cloud. Donc, je vais, par exemple, m'appuyer sur les serveurs, sur les services. Je vais juste exécuter des codes ou accéder directement à une application qui est déjà toute faite. Par exemple, aller sur Salesforce. Je ne veux plus avoir à gérer le matériel ou à gérer l'application en elle-même. Du coup, je vais perdre le contrôle. Donc, la relation qui est faite, c'est plus je vais déléguer sur le cloud, sur le service, donc sur la partie SaaS, comme on voit bien, je vais perdre le contrôle. Et la question qu'il faut se poser, c'est le partage de responsabilités, le modèle qu'il faut mettre en place, parce que l'entreprise qui va héberger vos données, elle est là pour héberger vos données. Derrière, le système de protection, donc il y a une confiance qui est faite, c'est que vous posez des données sur le serveur. Qui est responsable de cette donnée-là? Qui est responsable de la protection de ces données? Et qu'est-ce qui se passe si ces données sont exfiltrées ou
quelqu'un de l'extérieur a accès. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et savoir comment protéger ces données. Et donc, du côté serveur, on a des ressources. Donc là, on a pris un exemple sur le fait, par exemple, d'accéder à des données qui sont sur un serveur, donc la partie upload. Ce qui peut se passer, c'est que quelqu'un puisse accéder à ces données. Et l'objectif, c'est de changer, de mettre des fichiers pour que l'utilisateur puisse être trompé en cliquant sur le fichier, il puisse être infecté, par exemple. Donc, tout ce qui est donc exfiltration de données, etc., c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte dans les plateformes d'échange de fichiers. Quand on a un portail où on doit mettre en service un programme d'échange de fichiers entre partenaires, entre clients et partenaires. Donc, ça peut être un portail web qu'on ouvre à ses clients qui doivent soumettre des dossiers, ça peut être des documents importants. Et aujourd'hui, donc sur la partie digitalisation, c'est très important de maîtriser donc, tous ces paramètres. Et donc, si on parle par exemple de plateformes distribuées, on commence à se retrouver par exemple sur des données qui sont sur plusieurs plateformes. En interne, ça peut être Slack, c'est des données qui sont sur la partie cloud. Ça peut être Salesforce. Je donne accès à mes commerciaux pour qu'ils puissent, par exemple, faire des devis et mettre les PDF directement sur Salesforce. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucune vérification qui est faite. Donc, il y a le propriétaire des données, et on appelle le consommateur, donc le client, l'utilisateur final qui va importer ces données dans ces outils qui existent dans l'entreprise. Et aujourd'hui, dans la plupart du temps, il y a une confiance interne parce que c'est un outil qui est distribué pour l'entreprise et il y a une confiance qui est faite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification du fichier. Donc, si moi qui travaille sur HubSpot, j'ai besoin d'aller sur Salesforce pour déposer un document technique ou un document commercial, c'est une plateforme de téléchargement, donc c'est un outil qui est directement sur Salesforce où je vais mettre mes fichiers sans me soucier de savoir si le fichier est infecté ou pas. Donc, il y a une confiance qui est faite en interne. Et donc, l'objectif, c'est que sur ces types de plateformes, sur la façon de gérer les fichiers, on a un organisme qui est connu, Open Web Application Sécurité Projet. Vous pouvez aller sur Google, retrouver ces informations-là, comment ils fonctionnent et plus de détails à propos d'eux. L'objectif, c'est de regarder les recommandations qu'ils font pour la gestion des fichiers. Et moi, où je vais m'attarder, donc il y a plusieurs sujets, mais par exemple, le fait de vérifier que le fichier n'est pas infecté à travers un antivirus ou une sandbox et se prémunir de certains types d'attaques, des attaques qui sont connues sur injection, sur la partie web, etc. Donc, comme je vous dis, l'objectif, c'est pas de m'attarder sur tous les types d'attaques qui existent sur les applications métiers, sur les fichiers, etc. C'est plus de sensibiliser sur les recommandations qui sont faites auprès de WASP. Nos recommandations aussi. Derrière, avec l'expérience qu'on a sur les plateformes d'échange de fichiers, ce qu'on recommande, c'est de vérifier aussi les fichiers, les types de fichiers qui sont importés dans votre organisation, de ne pas se fier uniquement sur l'extension. Par exemple, un fichier .doc ne me garantit pas que c'est un .doc. Je ne vais pas vérifier qu'à la fin du fichier, j'ai une extension .doc et me dire, bon, l'extension est bonne, dans ce cas-là, je fais confiance au fichier. On a des outils pour vérifier le vrai type de fichier, ça c'est important de mettre en place. Le fait qu'on est chez Metadefender Core, donc chez HubSpot, une plateforme de pouvoir scanner tous les fichiers avec différents anti-malware. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'utiliser un seul anti-malware ou antivirus ne suffit pas parce que chacun a une base différente, chacun a des méthodes différentes. Ça peut être vérifier les signatures, la partie heuristique ou machine learning, et il y a une différence entre la partie analyse statique et la partie analyse dynamique. Et aussi, le plus important, c'est d'assainir le contenu. Donc, en fin de la présentation, je vous ferai une démo pour vous expliquer qu'est-ce que l'assainissement du contenu, c'est-à-dire le fait d'avoir un contenu actif et le rendre stérile, de retirer le composant actif, c'est de s'assurer que le fichier à la fin, il ne soit pas une menace pour l'utilisateur et l'organisation. Et
donc tout ce qui est la partie contrôle d'accès et se prémunir des certains types d'attaques. Et aussi la partie information sensible, donc tout ce qui est DLP, c'est-à-dire par exemple si vous avez des documents avec des informations de type numéro de sécurité sociale, numéro de carte de crédit ou des informations nominatives. Ce qu'il faut savoir par exemple par rapport à GDPR, quand vous hébergez une plateforme, quand vous avez une plateforme, vous êtes responsable des données qui sont dedans. Donc si des utilisateurs s'amusent à mettre des informations sensibles sur ces documents-là, que vous ne les vérifiez pas et qui sont stockés chez vous et qui a une exfiltration de données, vous êtes tenu responsable de ces données-là. Parce que vous devez être garant de données qui soient stockées sur vos serveurs. Vous devez savoir qu'il y a des fichiers qui contiennent des informations sensibles sur vos serveurs. Et donc, il faut être capable aussi de manager ces informations sensibles et de catégoriser aussi, de savoir sur les informations sensibles, où est-ce que je vais les stocker, comment je vais les sécuriser, faire la différence avec les autres types d'informations de l'entreprise. On a donc un retour client sur sa façon de voir les choses et comment il a apprécié donc le fait d'utiliser une solution de sécurité pour sa plateforme de upload. Et donc en utilisant la technologie Meta-Defender Core et spécialement la partie CDR, Content Disarm en reconstruction, c'est l'assainissement de fichiers. Donc j'y reviendrai à la fin pour vous expliquer cette technologie-là sur la partie produit. Là, l'objectif, c'est de dire, voilà, il était donc confronté à un gros volume de fichiers où il devait vérifier que ces fichiers soient sains. Et le fait d'utiliser donc Meta-Defender Core lui a permis non seulement donc de vérifier que les fichiers soient infectés ou pas, et d'aller plus loin, c'est de s'assurer d'avoir aucun fichier infecté en utilisant la technologie CDR. Donc, tout ce qui est attaque zero day, les malwares inconnus. Aujourd'hui, une solution de détection est capable de détecter ce qu'elle voit. Donc, s'il y a des attaques zero day qui ne sont pas dans les signatures ou que la partie heuristique machine learning n'est pas capable de détecter, ça passe à travers les solutions anti-malware. Donc, comment s'assurer que des malwares qui ne sont pas connus, qui ne sont pas dans les bases des anti-malware, soient quand même neutralisés à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on parle de technologie de prévention. Donc, j'y reviendrai aussi sur la démo pour faire la différence entre la partie détection et prévention. Et là, on voit que le fait d'utiliser une technologie de prévention permet de s'assurer qu'à la fin, j'ai plus de malware sur mes fichiers. Et donc, on a parlé donc de la partie CDR, donc la partie prévention. Donc, dans la technologie Meta-Defender Core, on a plusieurs aspects. Il y avait la partie détection avec la partie multiscanning, le fait d'utiliser plusieurs solutions anti-malware en simultané. Donc, on peut commencer avec 8 moteurs jusqu'à 35 moteurs. Donc, plus on va augmenter les moteurs, plus on va augmenter le niveau de détection. Mais on ne sera jamais à 100% pour la simple raison qu'il y a les attaques zero day et les malwares inconnus. On a la partie information sensible avec la partie DLP, le fait d'être capable de détecter des informations sensibles. Donc ça, c'est intégré dans le produit. Et le plus important, la dernière barrière, c'est même si on n'a rien détecté sur le fichier, comment s'assurer que les données soient saines et non dangereuses. Et donc, on explique juste ce qu'on fait sur la partie reconstruction du fichier. Donc, on a une technologie qui permet d'avoir le fichier source, le fichier original. Et dans un fichier original, donc, il peut contenir plusieurs composants actifs, comme des images, des objets, la partie OLE, ça peut être un JavaScript, une macro, un lien Internet. Et l'objectif, c'est de désactiver tous les composants actifs. Donc, je vais retirer tous les composants actifs. Je vais recréer un nouveau fichier en assainissant les images, m'assurant que derrière, il n'y a pas de composants actifs. M'assurer que tous les composants actifs sont bien retirés et je vais recréer un nouveau fichier. On peut l'appeler un fichier stérile qui va contenir que la partie données. Et l'avantage, c'est que le contenu actif soit légitime ou infecté, comme on a une solution de prévention, on va quand même retirer le composant actif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance du tout au fichier. Et si on a détecté en amont avec les anti-malware, on a détecté le fichier est infecté, effectivement, on va le bloquer. Mais pour s'assurer que voilà, si certains fichiers arrivent quand même à passer la trappe sur la partie détection, de l'autre côté, on a une deuxième barrière qui permet d'assainir les fichiers et de s'assurer que la menace est supprimée.
Et donc, comment on propose cette solution-là? Comment on l'intègre avec vos applications existantes? Donc, on va voir qu'il y a plusieurs façons d'intégrer notre solution de sécurité sur vos applications. Soit vous utilisez Metadefender Core, donc on l'appelle on-premise, donc c'est vous qui hébergez la solution sur vos propres serveurs, donc rien est sur le cloud, donc vous voulez pas envoyer vos fichiers sur le cloud pour les analyser, et du coup, on va faire l'intégration directement sur vos applications métiers, sur vos data centers, directement dans votre réseau. Et donc, le premier cas, c'est d'utiliser les API. L'avantage des API, si vous avez des développeurs qui sont sur la partie API, c'est que c'est très flexible, c'est-à-dire que vous avez une application qui supporte les API, vous avez juste à rediriger les flux sur Metadefender Core. Donc, quand vous avez un fichier, vous avez déjà votre portail web déjà codé, donc vous mettez juste les API en place. Dans le process, vous allez mettre, l'utilisateur par exemple va soumettre un fichier, il va partir en analyse chez Metadefender Core, vérifier avec toutes les solutions anti-malware que le fichier n'est pas infecté. Si le fichier n'est pas infecté, on va l'envoyer à la partie assainissement, on va assainir le fichier, et l'utilisateur va récupérer un fichier assaini. Et donc, comme ça, c'est souple, on peut par exemple conserver le fichier original dans des archives pour une évidence, par exemple, s'il était infecté ou si c'est des tentatives d'attaque ou si on a besoin de retrouver l'original pour des besoins de preuves ou autres, on peut les stocker dans un répertoire particulier et inciter donc derrière sur la plateforme à récupérer que les fichiers qui soient assainis. Donc derrière, on s'assure d'éliminer toutes les attaques, de faire vraiment de la prévention sur tout ce qui est, je me répète, mais sur la partie 0D attaque et le malware inconnu. Et donc, nous fournissons toute la partie code API, ça veut dire qu'on vous donne un guide de développeur. Il y a juste tout est public, donc vous avez besoin de récupérer tout ça pour pouvoir faire votre propre développement. C'est assez simple à mettre en place si vous avez vos développeurs API. Donc, dans la même journée, vous pouvez tester et faire l'intégration. La deuxième solution, donc si vous avez, pareil, vous hébergez le serveur Metadefender Core dans votre réseau, que vous voulez que tout soit géré par vous-même et on-premise, vous pouvez utiliser donc avec le protocole ACAP, Metadefender ACAP. Donc l'idée, c'est de venir se connecter sur un équipement qui supporte l'ACAP. Donc ça peut être un load balancer, ça peut être un firewall next generation, ça peut être un proxy, reverse proxy. Aujourd'hui, on supporte différentes intégrations. On a même des guides utilisateurs pour vous aider à faire la configuration et l'intégration. F5, c'est un bon exemple parce qu'on a vraiment un très bon partenariat avec eux. On a beaucoup d'intégration avec F5. Donc, si vous avez un équipement F5, derrière, on vous fournit le guide et en quelques minutes, l'intégration est faite. L'avantage, c'est que c'est très rapide à mettre en place. C'est une solution qu'on appelle plug and play. C'est juste une IP avec un port où on redirige les flux. Une fois que c'est mis en place, il n'y a plus rien à faire. La grosse différence avec la partie API, effectivement, il faut avoir des développeurs API et il faut maintenir le code. Par exemple, si HubSpot demain crée une nouvelle fonctionnalité, il faudrait l'intégrer sur la partie API. Sur la partie ACAP, comme c'est plug and play, il n'y a rien à faire. Automatiquement, vous allez hériter des nouvelles fonctionnalités, c'est juste des cases à cocher. Voilà la grosse différence entre l'ACAP et API. Donc, vous n'avez pas besoin de développeurs en utilisant API. En utilisant ACAP, excusez-moi. On a aussi la même intégration avec Microsoft, donc la partie ACAP. On s'intègre pratiquement avec tous les éditeurs. La caractéristique, c'est juste de s'assurer, le prérequis, que le produit en face supporte le protocole ACAP, donc le protocole standard. C'est aussi simple que ça. Et donc, avant d'aller sur la partie File Upload Security Assessment, avant de rentrer dans le détail, donc je laisserai la main à Isaac juste après, je vais aller sur la partie démo pour voir concrètement que fait le produit sur la partie protection des données. Et après, je reviendrai sur cette partie-là où Isaac continuera donc à vous expliquer à quoi sert la partie File Upload Security Assessment et faire la conclusion. Donc, avant d'aller sur le produit, juste
commencer avec un exemple. Donc, j'ai un fichier qui s'appelle final.jpg. Je vais juste l'ouvrir. Comme vous voyez, c'est juste une image, le pont de San Francisco, donc rien de spécifique. On a une image. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est je vais changer l'extension par zip. Voilà. Je renomme l'extension. Cette fois-ci, si je l'ouvre, ce que vous allez voir, c'est que j'ai caché un PDF à l'intérieur. Donc, c'est la partie stéganographie. C'est des attaques connues. C'est de cacher soit un malware, un script pour pouvoir prendre le contrôle sur la machine, pour pouvoir infecter la machine. Mais sur la partie stéganographie, on a vraiment un large choix de méthodes et de procédés. Donc, si je l'ouvre, heureusement, c'est juste un petit gribouillage. Donc, c'est un petit PDF que j'ai fait rapidement. C'est très simple à mettre en place. Vous pouvez retrouver, vous allez sur Google et vous avez des tutoriels qui vous expliquent comment cacher des fichiers à l'intérieur des images ou à l'intérieur d'une vidéo, à l'intérieur d'un fichier son. Il y a plusieurs techniques. On connaît beaucoup voilà, cette partie-là de comment cacher des fichiers. On l'utilise généralement pour deux choses. Soit cacher, comme je l'ai dit, un script pour pouvoir infecter la machine plus tard, ou voilà, pour faire passer un malware, parce qu'aujourd'hui, les solutions anti-malware ne détectent pas la partie stéganographie. Certains firewalls, certains produits prétendent détecter la partie stéganographie, mais en vérité, quand on cherche à comprendre, ils détectent certaines catégories de stéganographie. Donc, par rapport à toutes les techniques qui sont utilisées par rapport à ce domaine-là, c'est assez large, donc ça ne représente pas beaucoup de cas où ils sont capables de détecter. On utilise aussi la partie stéganographie pour pouvoir exfiltrer des informations. Par exemple, quelqu'un vient travailler dans une entreprise où des informations sensibles sont stockées ou des brevets ou voilà, des documents qui sont à très grande valeur. Et donc, sans outils particuliers, sans connaissances particulières, rapidement, en utilisant par exemple Word sur des champs cachés, ils peuvent exfiltrer ces données-là et les envoyer par email, par plateforme de téléchargement, par plusieurs moyens, sans se faire détecter. Et donc, le risque est énorme parce que les investissements qui sont faits sur ces données-là, c'est des années de recherche et se les faire exfiltrer en quelques minutes, c'est un préjudice qui est très, très important pour l'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est de voir comment OPSWAT va gérer ces types de fichiers, ces types d'attaques. Donc, ce que je vais faire juste le test manuellement. Donc, quand je dis, c'est juste pour voir le procédé avec l'interface utilisateur. Et après, j'irai sur la partie API, faire le test avec la partie API. Et après, je finirai la démo avec la partie ICAP pour voir les trois méthodes. Ce que je n'ai pas parlé aujourd'hui, c'est qu'on a la même solution sur la partie cloud. C'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, spécialement pour les API, c'est pas valable pour la partie ICAP. Ce que je vais faire sur la partie API, je peux faire la même chose sur notre service qui est en mode SaaS. On fournit aussi le guide des développeurs pour API. Ça sera directement sur le cloud. Donc, je ferai une petite parenthèse à la fin sur la partie cloud pour juste montrer l'interface. Mais là, je préfère le faire directement sur Meta Defender Core. Comme ça, vous voyez concrètement ce qui se passe en arrière de l'analyse. Donc, on va récupérer le fichier qui est ici. Excusez-moi. Je les mets juste ici. Voilà, final.jpg. Donc, que ce soit la partie API ou ACAP, ça va arriver directement dans Meta Defender Core. Donc, c'est soumis. Voilà, j'ai soumis le fichier. Moi, j'ai que 8 moteurs, mais on peut en avoir plus. Si j'en avais même 35, j'aurais rien détecté. Donc, aucune menace détectée. Vous voyez, c'est très rapide. L'analyse, elle est vraiment très rapide. Je sais quelle définition d'antivirus j'utilise. Donc, c'est la dernière mise à jour que j'ai faite sur mon système. J'ai bien vérifié le type de fichier. Donc, je suis capable de reconnaître que c'est un fichier JPEG. La taille du fichier, donc toutes les informations, toute la partie métadata est inscrite ici, le hash du fichier qui peut servir. Et donc, j'ai rien qui a été détecté. L'objectif, c'est que même si j'ai rien détecté, je ne fais pas confiance au fichier. C'est pour ça que notre logo, c'est Trust No File. Si vous vous rappelez, le premier webinaire qu'on a eu il y a 2 semaines, c'était la partie Trust No Device. Donc,
le fait de ne pas faire confiance au matériel, on va dire. Et là, c'est le fait de ne pas faire confiance au fichier. Et donc, l'utilisateur final va récupérer ce fichier-là. Donc, je vais juste le sauver ici. Voilà. Le fichier est là. Fichier, je l'ai ici. Je vais juste fermer cette fenêtre. Donc, si je l'ouvre encore, comme vous avez vu, j'ai exactement la même image, la même qualité d'image. Il n'y a rien qu'à changer. Par contre, c'est un nouveau fichier. Donc, c'est un nouveau hash. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré tout ce qui est composant actif et on a recréé un nouveau fichier. Excusez-moi. Hop. Donc, si je reviens ici, je vais essayer de faire la même analyse. Donc, j'ai changé le fichier par zip, okay, JPEG par zip, exactement la même manipulation que j'ai fait auparavant. Et si j'ouvre cette fois-ci, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que j'ai retiré tout ce qui était caché, tout ce qui est composant actif, c'est quelque chose que je n'ai pas détecté, mais je suis capable de le supprimer parce que je ne fais pas confiance au fichier. Donc, l'avantage, c'est que même si quelqu'un essaie d'exfiltrer des informations ou cacher un malware, ou voilà, d'utiliser la partie stéréographie, la solution est très efficace, c'est que on a une solution de détection qui n'est pas fiable à 100%. Ça, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle la partie de détection. Et derrière, on a une solution de prévention qui ne se base pas sur la partie de détection. C'est-à-dire que la partie prévention, pour faire son analyse ou pour pouvoir transformer le fichier, elle ne se base pas sur la partie de détection. Ça, c'est très important parce que souvent, certains éditeurs mélangent les deux technologies. Elles sont vraiment séparées. Si vous avez demain une solution de prévention qui, en fin de compte, derrière, se base sur une solution de détection, on ne peut pas l'appeler une solution de prévention. Donc, ça, c'était le premier exemple. Ce que je vais faire, cette fois-ci, je vais faire une autre analyse avec un autre type de fichier, mais en utilisant les API. C'est ça. Donc, j'utilise Postman. C'est un outil qui est assez sympa pour pouvoir faire des tests d'API. Donc, avant de faire les intégrations, on va tester que voilà, on a bien on soumet le fichier, les codes sont corrects, tout se passe bien. Et donc, tout est documenté. Donc, pour soumettre un fichier, je vais utiliser la méthode POST, mettre l'URL, d'accord. Et donc, on doit mettre, comme là, j'héberge tout, donc on peut mettre le nom de fichier, la clé API. Donc, il y a plein de paramètres qu'on peut remplir. Donc, voilà, des paramètres obligatoires ou des paramètres optionnels. J'ai déjà mon fichier qui est intégré ici, mais on peut aller chercher le fichier ici sur la partie API pour pouvoir le soumettre. Et donc, je vais envoyer le fichier à MetaDefender Core. Une fois que j'ai envoyé le fichier pour analyse, je vais récupérer ce qu'on appelle un data ID. Donc, le data ID est unique. Si je renvoie le même fichier, j'en aurai un nouveau. C'est ce qui va représenter la session que j'ai eue aujourd'hui à l'instant T pour l'analyse du fichier. Donc, une fois que j'ai envoyé ce fichier, je vais faire un get pour récupérer le résultat. Donc, c'est exactement la même chose que vous ferez quand vous développez les API au niveau entre le serveur et l'utilisateur pour pouvoir faire l'analyse. Donc, vous avez besoin de récupérer le fichier, l'analyse du fichier, pour savoir s'il est infecté ou pas. Donc, là, directement, donc, je retrouve le data ID. Pour nous, un document, donc c'est un document Office, c'est un document Microsoft. Et pour nous, on le considère comme une archive. Donc, on a un moteur d'extraction. C'est pour ça qu'on revoit d'autres data ID, c'est que tous les composants, on les réanalyse indépendamment pour pouvoir savoir où est le malware. Par exemple, ici, il y a un document XML. Le résultat final, on vous dit qu'il est bloqué. Donc, là, la progression, c'est que le scan a fini. C'est important, par exemple, quand vous avez beaucoup de fichiers, si vous avez des fichiers de gros volume, ce qu'on peut faire, c'est monitorer, donc comme on dit, parser le résultat, s'assurer que le progress pourcentage est à 100. Une fois que c'est à 100, là, je vais récupérer le fichier. Et pareil, si c'est bloqué, quand vous allez développer les API, vous allez prendre ce paramètre-là et dire, voilà, si le résultat est bloqué, du coup, j'arrête la transaction, je n'autorise pas l'utilisateur à uploader le fichier.
la partie API, elle est vraiment flexible. C'est vous qui décidez si vous voulez informer l'utilisateur final que le fichier est infecté, un message personnel, ou ne pas l'informer et bloquer le fichier, par exemple contacter l'administrateur, etc. Donc, vous êtes libre de faire ce type de développement et vous avez le verdict final. Ce qui est intéressant ici, on va aller sur la partie user interface après pour voir comment voir la différence entre. Là, on a un fichier JSON, donc le résultat est sur un format JSON. Mais vous allez voir sur la partie API ce que vous pouvez récupérer. Parce que aujourd'hui, c'est bien de savoir que le fichier est infecté, qui n'est pas infecté, de l'assainir. Donc, c'est une avancée majeure. Mais quand vous faites de l'assainissement, comme je vous disais, ça ne se base pas sur la détection. C'est-à-dire que si je n'avais pas détecté que le fichier est infecté, derrière, on va l'assainir, on va récupérer un fichier sain. Et il y a des composants actifs. Et des fois, vous êtes curieux, vous avez une équipe forensique, c'est de savoir, d'accord, j'ai enlevé les documents actifs, les objets actifs. Qu'est-ce que j'ai concrètement dans l'objet actif? Donc, je vais aller ici sur la fin de l'analyse et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc pareil, donc je reprends le nom de fichier avec toutes les informations sur le type de fichier, etc. Et là, par exemple, on a récupéré une macro. D'accord? Elle a été désactivée. Quand je dis désactivée, c'est retirée. Donc, il n'y a plus de composants actifs dans le nouveau fichier. Et là, l'avantage, c'est que je vous dis exactement ce que la macro contenait. Donc, qu'elle était infectée ou pas, détectée ou pas, c'est une chose. Mais d'avoir supprimé l'objet et que vous voulez savoir exactement qu'est-ce que faisait la macro, là, vous pouvez faire une analyse vraiment intéressante, c'est de vérifier le contenu de la macro. Donc ça, si vous avez une équipe forensique, c'est super intéressant parce que, par exemple, on a une attaque DDE. C'est ce que j'ai mis dans le fichier. C'est pour ça qu'on a détecté un malware, par exemple. Et là, regardez le comportement. J'exécute la calculatrice. Donc la calculatrice sur l'écran va arriver. Et donc, en analysant ça, vous savez exactement quel type d'attaque a été faite ou s'il n'y avait pas d'attaque du tout, si le contenu l'estime. En gros, ça vous permet, même si vous avez assaini le fichier, si l'utilisateur final, pour X raison, a besoin de récupérer le fichier original, ça vous permet de faire l'analyse ici, de vérifier les composants actifs et de dire, bon, là, j'ai vérifié le contenu et je vais vous délivrer le fichier original. Un autre point, dans le fichier, vous verrez, je vais l'ouvrir, ce lien-là, il ne figure pas dans le document assaini. C'est-à-dire il est caché. C'est connu dans les attaques, tout ce qui est phishing email, c'est je vous mets un lien, par exemple, cliquez ici pour faire une commande ou aller sur le site de l'entreprise, www.opsot.com, et quand vous cliquez, en fin de compte, vous êtes redirigé vers ce lien-là. On est capable aussi de désactiver toute la partie, ce qu'on appelle hyperlink. Et voilà, la partie ActiveX, OLE. Donc vraiment, c'est assez détaillé, toutes les informations qu'on est capable de supprimer. Et là, le résultat pour chaque anti-malware. Okay. Ce que je vais faire, je vais revenir, juste avant de revenir. Donc, ce que je peux faire maintenant sur la partie API, donc, imaginons que je n'avais pas détecté que le fichier soit infecté. Admettons qu'il soit passé de la partie détection. Donc, je vais aller on a une autre API pour pouvoir récupérer le fichier assaini. C'est un get data ID. Donc, vous voyez, il y a juste une option qui est rajoutée. Et donc, l'utilisateur final va récupérer ce fichier-là. Je vais changer de répertoire. Je vais aller ici. Voilà, hop. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, le fichier était assaini. J'imagine que nous, on a détecté qu'il était infecté, mais admettons qu'on ne l'a pas détecté et que j'assigne quand même le fichier. Si je l'ouvre, c'est le lien que obsolete.demo.com. Donc, si je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc, en fin de compte, derrière, ça renvoie sur un autre site. Mais comme la partie CDR, donc Content Design Reconstruction, est capable d'assainir les liens Ethernet, donc je retrouve exactement le texte qui était affiché à l'écran, mais sans le composant actif. Donc, pas de risque d'aller me connecter à des sites malveillants. Putty.exe, c'est un contenu légitime. Si je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, il y a plusieurs options. TrackSense, un contenu caché. ActiveX, c'était pas un malware, mais voilà, si je clique sur la box, il n'y a rien qui se passe. Donc, aujourd'hui, on n'a pas détecté de malware sur cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malware. C'est juste, ça peut être une attaque zero day ou une attaque sophistiquée qu'on n'est pas capable de détecter. Moi, l'avantage, c'est que voilà, ce contenu légitime ou pas,
j'ai pas besoin de contenu actif. Donc ça change pas on va dire les données qui sont toujours sur le fichier Word. Le contenu est toujours là, sans la partie contenu actif. La partie DDE attaque, donc elle a été supprimée. Pareil, on attaque sur tout ce qui est police. Remote image, c'est connu, vous savez, une image, vous cliquez dessus, vous êtes connecté à un serveur. Et pareil, si vous vous rappelez, donc la première démo que j'ai fait, c'était de cacher un fichier PDF dans une image. C'est pour ça qu'on l'appelle Deep CDR. On est capable d'assainir à différents niveaux de récursion. Donc, on peut cacher un fichier Word dans un PDF, un fichier PDF dans une image, dans un fichier Word, dans un fichier zip. On sera capable d'assainir à chaque niveau. Donc, j'espère que cette partie-là est claire. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer juste la partie historique. Voilà, le fichier est là, infecté. Donc, c'est le même résultat que je vous ai montré en format JSON. Donc, comme vous voyez, je suis capable de voir. Donc, j'ai extrait tous les composants du fichier Office. Vous voyez, on vous donne le détail ici du document. Si je clique dessus, il y a que 2 anti-malware qu'on détecté. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. C'est chacun une base de signature différente, une méthode différente. Par exemple, VRIT font du machine learning. On a signature heuristique. ANNAB est en Asie, Bitdefender en Roumanie. Et donc, l'objectif des packs anti-malware, c'est de couvrir l'ensemble du globe. Parce que chacun a des techniques différentes. Et le premier qui va détecter le malware, l'avantage, c'est que le fait qu'il soit dans le package, on va réduire ce temps où le malware est connu et le temps où on va le détecter. Et donc, si je reviens sur la partie CDR, vous avez vu, on vous indique, donc dans les API, on a plus de descriptions. On vous dit exactement tout ce qu'on a retiré. Donc, combien de macros, tous les objets sont listés ici. Donc, voilà pour cette partie-là. Et ce qu'il nous reste à faire rapidement, c'est la partie ICAP. Donc, je vous montre juste le tableau de bord MetaDefender Core. Donc, sur la partie analyse, elle est assez sympa. On a aussi un module de vulnérabilité. Donc, à la limite, je peux le faire rapidement. Comme ça, on aura tout vu. J'ai un fichier ici, voilà, qui vient de Cisco. Donc, on n'est pas en compétition avec les scanners de vulnérabilité, parce que nous, on fait un scan sur le fichier à plat. Alors que les scanners de vulnérabilité vont faire le scan une fois que l'application est installée sur le PC, par exemple, ou sur le serveur. Et donc, on n'a rien détecté, donc pas de malware. Par contre, on a vu des vulnérabilités critiques. Et donc, vous voyez, c'est la partie routeur OS. On vous dit, voilà, le type de programme et toute la partie CVE. Donc, 10, c'est la partie critique. C'est comme une vulnérabilité en exposure. Donc, toutes les vulnérabilités connues sur le programme. L'avantage, c'est que vous connaissez le risque de ce fichier-là pour le programme. À vous de savoir si vous voulez quand même l'installer ou attendre une mise à jour et que l'éditeur corrige les vulnérabilités. Donc, voilà, ça permet de prendre une décision rapidement sur tous les programmes avant même l'installation. Alors que voilà, les scanners de vulnérabilité le font une fois que le programme est installé. Nous, on le fait en amont. Donc, ce que je vais faire, on va aller sur la partie ICAP. Le site est connu si vous voulez voilà, tester. La partie ECAR, c'est juste pour tester des malwares. Vous avez normalement, tous les anti-malwares le détectent. Donc, je vais prendre ce fichier-là, par exemple. Je vais sur mon navigateur web de Google Chrome. Donc, je suis en direct sur Internet. Je n'ai pas de solution de protection. Si je mets le lien, je peux uploader mon fichier. Je peux le mettre n'importe où. Je vais le mettre ici. Et vous allez voir, je le télécharge. Tranquille, tout s'est bien passé. Pas de détection. Il est passé. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer sur une autre plateforme. Donc, c'est Mozilla. Là, j'ai un proxy. Donc, j'utilise Squid. J'ai le proxy Squid qui est intégré à mon MetaDefender ICAP et MetaDefender Core. Je vais faire la même chose. Je vais demander à télécharger ce fichier. Donc là, je vais passer sur MetaDefender Core. Et là, le fichier va être analysé. Et vous voyez, là, l'utilisateur a un fichier bloqué. Donc, vous voyez la différence entre le fait de uploader un fichier, c'est les deux sens, ça dépend, reverse proxy, ça dépend du sens où vous arrivez, mais dans un cas concret, si je dois récupérer un fichier sur une plateforme ou à l'inverse, uploader un fichier sur Salesforce,
le fait d'avoir mis, ça peut être soit via les API, soit via la CAP, le fait d'avoir mis la solution Metal Defender Core, là, automatiquement, si le fichier est infecté, je suis bloqué. S'il n'était pas infecté, eh ben, le fichier aurait été assaini, et du coup, la menace aurait été supprimée. Mais vous voyez l'importance entre le fait d'avoir une solution de sécurité dans la plateforme d'échange de fichiers et le fait de ne pas en avoir, ou d'avoir juste un anti-malware. Donc là, c'est une grande différence. Donc, je pense que cette partie-là est finie. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc, sur historique, le fichier qui a été infecté est bien là. Donc, ça vient bien de la CAP. Et tous les moteurs l'ont détecté. Donc, on l'a bien catégorisé comme ICAR. Donc, c'est un fichier test. Et donc, pareil, admettons qu'on n'avait rien détecté, on est capable d'assainir derrière. Donc, en règle générale, quand c'est infecté, on bloque. Même si on est capable d'assainir, par sécurité, on bloque parce qu'il y a une attaque et on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ça a bien détecté comme un test de virus. Si je vais sur la partie ACAP, pareil, vous voyez, tout le trafic est analysé. Donc, je suis sur la partie ACAP. Donc, je vais vraiment rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, parce que je laisse les 10 dernières minutes pour la conclusion et les questions. Mais voilà, vous avez vraiment tout le détail qui est ici. Et c'est très simple. Je ne vais pas rentrer dans la configuration, mais voilà, c'est très très simple. Vous avez une police. Qu'est-ce que scan? Si vous pouvez mettre un filtre sur les clients pour pouvoir faire des règles différentes par groupe d'utilisateurs, par domaine, par réseau. On peut faire des règles différentes. J'espère que la démo était claire. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est de vous montrer juste la partie, un autre produit. Je ne vais pas m'attarder parce que ça sera l'objet d'un autre webinaire. On a parlé de la partie API on-premise, la partie ICAP, la partie API sur la partie cloud. On peut parler aussi d'une solution, si vous n'avez pas aujourd'hui de solution d'échange de fichiers, par exemple une banque, ou vous voulez mettre en place la plateforme complète et que vous ne l'avez pas, on a une solution clé en main qui s'appelle Vault-to-Vault. Donc, c'est d'un réseau moins sécurisé vers un réseau sécurisé. Comment échanger les fichiers? Et qu'est-ce qu'on fait? L'utilisateur dépose son fichier sur ce premier Vault. Donc, tout est encrypté, le stockage est encrypté, et le serveur est protégé. On analyse, on assainit. Automatiquement, on déplace le fichier sur le deuxième Vault et l'utilisateur en interne récupère les données sur le deuxième Vault. L'avantage, c'est qu'on a ces deux serveurs séparés sur deux réseaux différents pour éviter, donc le réseau est segmenté pour éviter que l'utilisateur 1 puisse accéder au Vault interne. Donc, c'est une architecture qu'on met de plus en plus en place parce que le gros avantage, c'est que c'est la solution complète. Donc, on veut mettre une plateforme d'échange, on ne l'a pas, on ne veut pas faire d'API, on a juste à utiliser cette plateforme-là. C'était une petite parenthèse donc, qui n'était pas prévue à la base, mais je voulais la rajouter parce que ça fait partie de la partie échange de fichiers et on fera un autre webinaire pour parler des solutions aussi qu'on a, la partie stockage et la partie comment analyser des serveurs de stockage ou par exemple analyser des données qui sont sur Box, tout ce qui est intégré sur le cloud. Vous pourrez toujours retrouver cette information sur opswat.com, où il y a la liste de tous nos produits. Pareil, vous pouvez nous contacter, Isaac et moi, pour plus de questions. Donc, je redonne la main à Isaac. Je vais juste remettre le diapo ici pour revenir ici. Et je vais juste m'assurer que je redonne ma main. Isaac, tu veux reprendre la parole? Je te laisse la partie. Oui, merci Rachid. Ouais. Je te laisse les slides, comme ça tu me dis quand tu veux avancer. Ok, super. Donc, merci Rachid pour cette présentation. J'espère que c'était très clair. Et encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez avoir une session directement avec nous, vous pouvez contacter nos amis de Max Solutions. On se fera un plaisir de répondre à vos questions comme bon vous semble. En fait, juste pour m'attarder sur cette offre de service, c'est une offre de service qui a été développée par OpSWAT et qui est commercialisée à travers nos réseaux de partenaires. L'objectif
de cette offre, c'est de vous fournir un outil qui va vous permettre de vérifier où vous en êtes en termes de sécurité et en termes de confidentialité des données. Il ne s'agit pas de venir de faire des attaques qui vont mettre peut-être en péril votre infrastructure. Le principe de cette offre-là, c'est de vous fournir un nombre de fichiers assez hétéroclite qui va vous permettre de les soumettre à travers vos applications et voir si on a réussi à bypasser les mécanismes de sécurité et de contrôle que vous avez mis en place. Les fichiers qu'on va vous fournir et le service qu'on va vous fournir, en aucun cas, on va vous donner des fichiers qui contiennent réellement des virus. En fait, ça va être vraiment ce qu'on appelle des samples. Et l'objectif, c'est une fois que vous les avez appliqués à travers votre application, que ce soit à travers vos API, à travers ICAP, à travers n'importe quelle méthode d'envoi de fichiers, on va vous fournir un rapport. Et ce rapport-là, en fait, vous allez pouvoir le soumettre à votre direction générale en leur disant, ben voilà, on a telle et telle application qui nous permet d'échanger des informations avec des clients, avec des partenaires, avec des sous-traitants, avec des fournisseurs. C'est un moyen de communication simple, mais c'est aussi un point d'accès pour des hackers, ou potentiellement un point d'accès pour des hackers, pour introduire soit des virus, soit des malwares, soit des applications qui vont leur permettre de prendre la main à distance. Donc, c'est une offre qui est complètement packagée et vous avez tous les détails qui sont disponibles sur notre site internet. N'hésitez surtout pas à les consulter. Merci. Rachid. Suivant. Donc, là, aujourd'hui, ce webinaire était focalisé sur la partie protection des applications. Dans notre offre de produits, donc, qui est basée sur ce qu'on appelle MetaDefender Core, donc qui contient toute la technologie dont Rachid vous a parlé, vous pouvez la déployer dans plusieurs types ou plusieurs applications. On a la possibilité de sécuriser votre messagerie. Donc, le principe, c'est pareil. Tous les mails qui rentrent avec des fichiers attachés, des liens dans le niveau du mail ou dans les fichiers du mail, on va les faire passer à travers MetaDefender Core. On va scanner sur la partie, avec la partie multiscanning et on va ensuite assainir les fichiers. Globalement, aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont déployé des solutions de sécurisation de la messagerie ont déjà mis vous avez forcément déjà mis quelque chose aujourd'hui, mais n'empêche que contre les zero-day attaques ou contre les nouveaux malwares ou virus, vous n'êtes pas immunisé. Donc, le principe de HubSpot, c'est de vous fournir une deuxième barrière de sécurité aujourd'hui qui va venir en complément de la barrière de sécurité que vous avez déployée et qui va vous permettre de déployer un nombre d'antivirus, anti-malware plus important, d'appliquer toutes les règles d'assainissement. On a également la possibilité de vous fournir toute la partie reporting qui va vous permettre en fait de savoir où vous en êtes. On a une autre partie de notre offre, c'est ce qu'on appelle chez HubSpot le kiosque. Le kiosque, en fait, c'est une station dans laquelle en fait vos visiteurs, vos sous-traitants ou vos utilisateurs vont venir brancher leur clé USB. On va scanner la clé USB et on va s'assurer que la clé USB qui va rentrer au niveau de votre entreprise ne contient pas de virus. En France, on parle aujourd'hui plutôt de ce qui est, on appelle ça un sas de décontamination, une station blanche. Enfin bref, il y a plusieurs déclinaisons, mais le principe est simple. C'est un appliance dans lequel, en fait, vous pouvez le mettre au niveau de votre accueil, au niveau ou bien au sein de votre entreprise. Les utilisateurs vont venir, plugger leur clé USB, on va analyser, uniquement les fichiers sains vont pouvoir y accéder. On a lancé, il y a 2 semaines, une nouvelle offre qui s'appelle MetaDefender for Secure Storage,
le principe est simple. Vous êtes aujourd'hui utilisateur d'applications cloud pour la partie stockage, Box, Dropbox, et AWS, peu importe. En fait, on va être capable de décliner toutes nos technologies pour s'assurer que les fichiers ou les données qui sont utilisées par vos utilisateurs, soit pour stocker leurs données, soit pour échanger avec leurs collaborateurs, leurs collègues, des clients, des sous-traitants, vont également être contrôlés, vérifiés par la technologie HubSpot. Le suivant. On a lancé également ce qu'on appelle les HubSpot Academy. Donc, c'est un service gratuit qui permet à nos clients, nos partenaires, à qui le souhaite, de s'inscrire et de suivre en ligne et à votre rythme un certain nombre de formations qui sont sanctionnées par un examen et l'obtention d'un diplôme, surtout sur la partie cybersécurité dans sa globalité. Je vous invite donc à vous enregistrer. Vous avez l'adresse de notre site. Il suffit de vous enregistrer, puis ensuite vous pouvez suivre toutes les formations. Et encore une fois, ce sont des formations qui sont gratuites. Merci. Donc, pour conclure cette session, on a essayé de vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de vous situer par rapport aux problématiques que vous pouvez vous rencontrer. On est encore une fois à votre disposition. Si vous souhaitez nous contacter, si vous souhaitez avoir une démo, si vous souhaitez qu'on vienne vous rendre visite, une fois que le déconfinement aura un lieu, ça sera avec plaisir. Donc, je finis là-dessus. Vous avez ici les coordonnées de notre partenaire, donc Michel Legrand, qui est de Max Solutions, mes coordonnées à moi, Isaac Bocara, et ceux de Rachid Mekdoud. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste une petite minute. Si vous voulez poser des questions, on est là. Sinon, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez par la suite nous recontacter, poser des questions par mail, par téléphone, comme vous le souhaitez. On va laisser la session ouverte quelques minutes au cas où. Pour rappel, vous pouvez utiliser le chat pour les questions ou... Ok, il y a bien une question. Je vous écoute. Donc, je lis la question parce qu'il n'y a que moi qui l'a reçue. Donc, dans l'industrie, sur une ligne de fabrication automobile, par exemple, peut-on avoir un Meta Defender Core pour vérifier lors d'un chargement de programme, recette ou nouveau fichier de production, que le programme n'est pas infecté? Effectivement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que quand on dit une ligne de fabrication, donc, la solution peut s'intégrer sur la partie IT ou sur la partie OT, dans un réseau industriel. Donc, sur la partie réseau industriel, on a la partie station de décontamination, parce que souvent, c'est des réseaux fermés, il n'y a pas de réseau, et du coup, on est obligé de passer par un média. Mais si vous avez vu, donc, sur le dernier point, c'était sur le volt-to-volt. Aujourd'hui, c'est un cas qui est beaucoup utilisé, par exemple, avec le confinement à cause du Covid-19. C'est très difficile d'aller sur site pour importer des fichiers, etc., de faire déplacer des gens sur une station de décontamination. Donc, l'avantage, c'est qu'on est capable de mettre une plateforme d'échange de fichiers qu'on va mettre à un partenaire à disposition, un partenaire externe qui va pouvoir accéder sur le premier volt, déposer ses fichiers, automatiquement les renvoyer sur le deuxième volt qui est dans le réseau interne entreprise et les récupérer pour le réseau critique. On a plusieurs cas d'architecture et le Meta Defender Core s'intègre de différentes façons. Donc, ce qu'on peut faire, La réponse est oui. Oui.
ce qu'on peut faire, c'est analyser donc l'architecture et vous conseiller exactement où mettre Metadefender Core pour l'échange de fichiers et quelle solution est meilleure dans ce cas-là. Est-ce que c'est une station de décontamination? Est-ce que c'est un Vault ou les deux ensemble? Ça, Ou c'est les quelque chose. API. Exactement, ou les API. J'espère que ça a répondu à la question. Je n'avais pas vu la question plus tôt, mais effectivement, elle a été posée plus tôt. Est-ce que ça répond à la question ou vous avez d'autres questions? C'était clair. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ah, si. Attends. Si. Ok, c'est bon. Ça répond à la question. D'accord. Donc, on laisse juste une minute supplémentaire au cas où. Et après, le webinaire sera terminé et vous pourrez nous contacter pour d'autres questions ou pour plus d'explications. On se fera plaisir d'y répondre. Ok. Donc, on a dépassé de 4 minutes. On va devoir arrêter le webinaire. Donc, merci d'avoir assisté à cette session. Ce fut un On vous plaisir. donne rendez-vous au mois de juin pour d'autres séries de webinaires. On sait que malgré le confinement, les entreprises demandent à leurs employés de poser quand même leur congé. Donc, on se donne rendez-vous début juin pour une nouvelle série de webinaires. Merci à vous tous d'être présents. Max Solutions va poster ce webinaire sur leur channel YouTube. Donc, vous pourriez à n'importe quel moment le récupérer. Et évidemment, si vous avez des questions qui vous reviennent, ou si vous voulez qu'on mette à votre disposition la solution pour faire des tests, on est à votre disposition. Je vous remercie, je vous souhaite tous une bonne journée et à très bientôt. Et surtout, faites attention à vous. Merci, Isaac. Au revoir.